Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces analyses et ces théories sur l'incroyable épisode 5 de Loki, une série qui ne cesse de nous étonner avec son inventivité et ses mystères mystérieux. Et bien sûr, pour profiter de cette série et de bien d'autres contenus dans les meilleures conditions, le mieux c'est de s'abonner à Disney+, et si vous souhaitez le faire, je vous invite à passer par le lien que vous trouverez en description de la vidéo pour soutenir la chaîne au passage. Mais hop hop hop, avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo consacrée à Black Widow, sachez que j'ai sorti un set de critiques, d'abord sans spoiler, puis avec. Donc si vous vous tâtez pour aller voir le film, ou si c'est déjà chose faite, eh bien n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Le plan d'ouverture de l'épisode sans dessus-dessous vient souligner que le monde de la TVA est chamboulé, qu'on ne sait plus qui commande ni quelle version croire. C'est un effet de style qu'on trouvait déjà dans Black Panther, quand Killmonger accède au trône. Dans le monde poubelle de la TVA, qu'on peut appeler le vide, mais qui est véritablement la poubelle, que j'imaginais en fin d'épisode 4, on a bien sûr cette version de New York avec le Sanctum de Doctor Strange par exemple, mais surtout la révélation du nom Kang sur la tour des Avengers. Et je vous le dis tout de suite, si je renvoyais toutes les explications sur des indices de ce type pour cet épisode dans la partie théorie, il n'y aurait plus de partie analyse, donc accrochez-vous, ça devrait pas trop spoiler a priori. Donc cette tour Kang renvoie bien sûr aux comics dans lesquels un certain businessman, Monsieur Griffon, va racheter la tour Stark, et un peu plus tard, eh bien on découvre que ce Monsieur Griffon a une double identité et qu'il est en réalité un variant, ce qu'on appellerait maintenant avec la série Loki, un variant de Kang le Conquérant. Et ce n'est que le début d'une série de références au personnage, puisque l'effrayant nuage destructeur qui sème la terreur dans la décharge mondiale est nommé Alios. Alios est une entité directement liée à Kang le Conquérant, encore une fois, même s'il s'agit initialement d'une nuisance pour lui, plutôt que d'un gardien, tout du moins dans les comics. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, j'ai trouvé ça visuellement très réussi, ce nuage qui prend cette forme de gueule immense, très impressionnante, et pourtant c'est relativement casse-gueule comme effet. Dieu sait si Galactus pourrait en témoigner, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Les 4 Fantastiques à l'époque, mais... Et on a aussi les pyramides et surtout le Sphinx qui est une référence importante, même si méconnue. En effet, Kang le Conquérant a construit une machine à remonter le temps en forme de Sphinx pour arriver en Égypte antique et y prendre le pouvoir sous le nom de Rama-Tut. Mais revenons à Sylvie qui fait face à Ravonna Renslayer dans le tribunal appelé Time Court, comme on le voit derrière elle, une référence directe à une institution de Rick et Morty, sur laquelle a travaillé Michael Waldron, qui est donc scénariste showrunner de Loki. Ce face-à-face vient nous démontrer que Ravonna Renslayer est encore moins digne de confiance qu'un variant Loki, c'est quand même un tour de force. À un moment, quand Sylvie estime qu'elle n'a plus vraiment un besoin de Ravonna car il est impossible de traverser le vide à la fin du temps, c'est Miss Minutes qui invente l'engin capable de le faire. Elle crie « Wait » et imagine ce mensonge pour sauver Ravonna. Et ça, c'est un sujet qui mérite qu'on y revienne dans les théories. Retour au vide poubelle avec deux vaisseaux, un spatial et l'autre maritime. Un troisième navire arrivera plus tard, le USS Eldridge, qui correspond à la théorie du complot appelée Philadelphia Experiment, qui consiste sans doute, je suppose, à rendre invisible un cuirassé en le recouvrant de fromage à tartiner. Alors bon, ok, il y aura aussi un quatrième vaisseau avec l'épave de celui de Ronan l'Accusateur. Ouais bon, ok, il y aura un cinquième vaisseau avec la fusée de Crâne Rouge. Ouais bon, ok, il y aura un sixième vaisseau avec l'héliporteur qui porte le symbole d'Hydra. Et bon là, vous avez fini? Merci bien, on peut continuer. Ceci dit, peut-on vraiment s'étonner d'avoir autant d'Easter eggs, œufs de Pâques en français dans le texte, alors que Sylvie se réveille dans un nid avec des œufs géants? Mais attendez, pas si vite, revenons en arrière. Les Loki accueillent le nôtre, le tout sur fond de têtes sans corps et de corps de poule sans tête. Enfin oui, j'ai vu, elles ont une boule en guise de tête, un coup à perdre la nôtre, de boule ou de tête. Clairement, on a deux grands gagnants ici. Il s'agit bien sûr du Loki classique avec le costume BD de 1962 et Alligator Loki, dont le regard charmeur et les sautes d'humeur ne manqueront pas d'émailler ce réjouissant épisode. Alors que les Loki descendent dans leur abri souterrain, qui n'est pas sans nous rappeler celui de Desmond de Hume, on peut apercevoir Srog coincé dans un bocal qui tente d'atteindre Mjolnir. C'est à la fois très drôle et très cruel, et c'est surtout très cool. On peut même deviner le numéro 365 inscrit sur ce bocal dans lequel est enfermé le pauvre Srog, le Thor grenouille, la contraction de Thor et de Frog.
Et oui, c'est le numéro de Thor dans lequel est apparu cet incroyable personnage. Le scénariste de l'épisode a même révélé sur Twitter qu'il existe une scène de Srog qui assomme Loki dans la rétrospective de sa vie, j'imagine, dans le premier épisode, mais qui a dû être laissé de côté pour préserver le rythme de l'épisode. Et oui, c'est carrément dommage. Retour à Sylvie qui fait le choix aussi émouvant que badass de s'auto-élaguer dans la quête du seul bon souvenir de sa vie, son rapprochement avec Loki. Pendant ce temps, ce dernier en apprend un peu plus sur le monde poubelle, tandis qu'Alligator Loki boit du pinard et Kid Loki du jus de fruits. C'est à prendre avec des pincettes, mais on apprend que c'est en mangeant le chat du mauvais voisin que l'Alligator Loki se serait fait élaguer la tronche. Évidemment, tout cet échange sert avant tout à souligner les défauts et les certitudes des Loki quant à leur nature profonde. On découvre aussi que Kid Loki a tué Thor, tandis que le Loki classique a mis à profit une théorie foireuse d'internet de l'époque de Infinity War, avec Loki qui projette une illusion et qui disparaît dans les débris, etc. Et aussi qu'il a pris conscience bien plus tard que son frangin Thor lui manquait. Et justement, on peut remarquer à ce sujet que dans son immense illusion d'Asgard en fin d'épisode, il a ajouté de nombreux éclairs bleus typiques de Thor et contrastant avec les éclairs violets d'Alios, une petite touche très émouvante. La duplicité des Loki est illustrée avec l'irruption de Président Loki, tout droit sorti des comics, amené là par le Loki vantard et son étrange marteau. Une triple trahison plus tard, avec des Loki qui trahissent des Loki dans tous les sens, Alligator Loki saute sur le président et lui arrache la main, ce qui nous vaut une triple référence. On a d'abord une référence à la mythologie nordique, avec le dieu Tyr qui va sacrifier sa main en la mettant dans la gueule du loup géant Fenrir. La deuxième référence, c'est bien sûr le Capitaine Crochet avec le crocodile, vous connaissez, on est quand même chez Disney. Et la troisième référence, c'est à Thor numéro 2, le monde des ténèbres, avec le subterfuge de Loki, consistant à trancher, apparemment, la main de son frère Thor. Au passage, on peut remarquer la borne du jeu vidéo Polybius, une légende urbaine sur le contrôle mental, ce qui est dans le thème de la fin de l'épisode, avec l'enchantement bien sûr. Entre-temps, l'arrivée de Sylvie est ultra sportive, avec l'attaque d'Alios, le court enchantement qui nous permet d'entreapercevoir le château du véritable responsable, et le sauvetage in extremis mené par Mobius, au volant, s'il vous plaît, d'une Volkswagen Variant. Oui, je sais, c'est totalement fou. Outre la pizza qui peut faire penser au camion Pizza Planet qu'on retrouve dans quasiment tous les Pixar, on a aussi une hawaïenne sur le tableau de bord, en référence peut-être à WandaVision. Occasion pour Sylvie et Mobius d'aplanir quelques différends et de reconnaître qu'ils ont causé du dégât. On peut noter que cet épisode s'appelle Journey into Mystery, du même titre que le magazine Atlas puis Marvel, qui a lancé Thor, Loki et compagnie, et qui a débuté en 1952. Et cet amour des comics se ressent partout, et jusque dans la canonisation de l'immonde Thanoscopter, qui faisait déjà délirer les fans depuis des années, et que James Gunn voulait absolument voir dans le MCU, James veut exaucer. Et il paraît même que l'épée à double lame de Thanos dans Endgame était inspirée des hélices d'hélicoptères. Du côté des Loki, les pouvoirs d'illusionnisme, mais pas que, du Loki classique, démontrent déjà leur supériorité sur celui des lames, comme il l'avait lui-même annoncé, puisqu'il est capable de projeter des illusions tangibles et même de créer un portail pour permettre au groupe de se téléporter. Il est balèze le papy Loki. On peut supposer que le petit appareil de Kid Loki sert à prévoir les prochaines arrivées dans le monde poubelle, ce qui leur permet d'assister au déjeuner d'Alios. Pour le leur, de déjeuner, heureusement que la pizza arrive. Alors que le plan foireux de Sylvie s'avère nettement moins foireux que celui de Loki, on a un tête-à-tête B15-Ravonna qui sert essentiellement à nous confirmer que la juge ignore vraiment qui est à la tête de la TVA. Mais dans tout ça, la façon dont Miss Minutes la regarde, lui obéit, lui parle, vient nourrir mes suspicions, mais donc j'y reviendrai dans la partie théorie. Dans les ruines d'un salon de coiffure, la discussion surréaliste autour d'Alligator Loki est plutôt réjouissante, même s'il fait semblant d'être un Loki, cela tendrait à prouver qu'il en est un, c'est brillant. Dans cette scène, l'échange le plus important survient quand Mobius affirme qu'il n'est jamais trop tard pour changer, classique Loki y réfléchit, et décide alors que c'est encore possible pour lui de ne plus être un menteur raté et solitaire. Et oui, je pense que c'est précisément à ce moment, et donc en partie grâce à Mobius, que le Loki classique commence à prendre sa décision sur son sacrifice à venir. La scène entre Sylvie et Loki est bien mignonne et on espère pouvoir faire confiance aux deux pour ne pas se trahir mutuellement, ce qui, quand on y pense, résume bien le saut de la foi que représente toute tentative de relation sérieuse et durable. Alors que le moment fatidique approche, Kid Loki offre à notre Loki l'épée Leviathan qui existe dans la mythologie. Les adieux à Mobius sont parfaits avec un renvoi vers le premier épisode alors que Loki refusait la main tendue par l'analyste dans l'ascenseur,
cette fois c'est pour le serrer dans ses bras. Le stratagème de Mobius permet de préserver la sensibilité de Sylvie comme celle de Loki, alors qu'il affirme « tu es mon préféré », ce que Sylvie peut prendre pour elle grâce au regard, mais aussi Loki puisque c'est à son oreille. Peut-être là une façon pour le scénariste de nous dire qu'il est bien incapable de choisir entre ces deux bébés. Mobius part donc pour détruire la TVA, exactement ce que voulait faire Loki dès le tout premier épisode, et on peut parier que Mobius commencera par libérer B15, enfin on peut l'espérer. Sur le terrain jonché de débris hétéroclites, on peut reconnaître la tête au triple visage d'une statue du tribunal vivant, une entité incroyablement puissante de l'univers Marvel, et même ce qui ressemble au casque géant de Yellow Jacket, l'antagoniste du premier film Ant-Man, qu'on devrait revoir dans Ant-Man 3, Quantum Mania. La longue scène contre Alios est aussi épique qu'émouvante. On a d'abord l'énorme prise de risque de Loki qui agite son épée enflammée comme un signal lumineux sous le nez d'un T-Rex, mais il faudra la démonstration de puissance de classique Loki pour vraiment attirer la bête, le tout sur une musique fabuleuse en partie inspirée de la chevauchée des Valkyries. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, mais pour ma part, je suis quand même bien impressionné par la qualité visuelle de cet épisode, d'autant plus quand on sait que la post-production pour ces épisodes finaux était encore en cours, quand les premiers ont été mis en diffusion sur Disney+. Richard E. Grant est incroyable dans ce cri de défi, d'angoisse et de joie mêlée qui démontre au monde que oui, un Loki peut changer et mourir héroïquement au service des autres. Difficile de savoir s'il est mort pour de bon ou s'il s'agit d'une ultime illusion, mais je penche pour la première option. L'enchantement miraculeux de Sylvie et Loki, boosté par cet exemple de puissance, nous révèle enfin le lieu mystérieux et magnifique où se cache le véritable cerveau derrière tout ça. Il est temps maintenant de passer aux théories. Si vous m'abandonnez ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, sinon ce sera direction le monde poubelle avec que des alligators Loki mais qui voudront vous niaquer. Et puis bien sûr, on va se poser la question, qui habite dans ce château? Je pense que maintenant, plus ou moins tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il y a deux théories qui tiennent plus ou moins la route. D'un côté, un variant Loki et de l'autre, Kang le Conquérant. Pour ma part, je penche vraiment très nettement vers un variant de Kang le Conquérant, à savoir Immortus. En effet, il faut savoir que l'une des particularités d'Immortus est justement de veiller à ce que des variants de lui-même, de Kang, ne prennent pas le contrôle de la ligne de temps ou autres petits trucs assez problématiques pour le reste du multivers. Et sachant qu'il aurait été à la tête plus ou moins de la TVA pendant tout ce temps, peut-être qu'il l'aurait créé, eh bien l'une des fonctions de la TVA aurait peut-être justement consisté à mettre des bâtons dans les roues des variants de Kang. Immortus est en quelque sorte une version plus sage et moins conquérante de Kang le Conquérant, mais attention, il reste de toute évidence un incroyable manipulateur. Pour partir dans de pures spéculations, j'imagine bien Immortus proposer à Loki et à Sylvie de les envoyer vers des lignes de temps où tout serait absolument parfait pour eux, à une exception près, ils ne seraient plus ensemble. Dans ce cas de figure, si une telle proposition était faite, ce qui serait intéressant à observer pour nous, spectateurs, c'est bien sûr la réaction de Sylvie, de Loki. Est-ce qu'ils accepteraient cette offre? Est-ce que leur affection mutuelle sera suffisamment forte pour résister à la tentation? Sur des questions un peu plus ésotériques maintenant, peut-être qu'on aura quand même la validation de l'existence quelque part dans le multivers des gardiens du temps, même si là ils étaient utilisés par Immortus, si c'est lui, en tant que couverture avec les androïdes un peu pétés là. Et puis par ailleurs, peut-être qu'on aura, je ne sais pas, je ne pense pas, mais une allusion à Wanda, à Scarlet Witch, puisque dans les comics, du moins une des missions, entre des tas de missions d'Immortus, c'est de garder un œil sur elle et à ce que pourraient provoquer ses enfants. Du côté de Miss Minutes, la seule théorie qui me reste serait qu'il s'agit d'un outil pour Immortus, de surveillance de l'action de la TVA. C'est peut-être au travers de ce personnage qu'il serait même tombé amoureux de Ravonna. C'est ce qui s'exprimerait dans la soudaine invention d'un vaisseau pour traverser le vide temporel. Oui, parce qu'un logiciel qui invente quelque chose, un mensonge comme ça, pour sauver la juge Renslayer, c'est quand même relativement improbable, donc on peut supposer qu'il y a quelqu'un derrière. Ceci dit, le passé de Ravonna Renslayer ne nous a toujours pas été évoqué, et même s'il est possible qu'on n'en parle absolument pas, j'espère un peu, toujours de mon côté, qu'il sera utilisé dans ce dernier épisode, le 6e, et oui déjà, de la série, et qu'on découvrira un lien peut-être dans son passé avec Kang le Conquérant. Alors je peux vous dire que de mon point de vue, on n'est pas du tout ici dans une situation comparable à celle des théories portant sur Mephisto dans WandaVision, puisqu'on a beaucoup plus d'indices concrets
menant vers Kang le Conquérant dans Loki, qu'on en avait concernant Mephisto dans WandaVision. Ceci dit, on avait quand même des indices qui pouvaient clairement laisser penser à une présence démoniaque dans WandaVision. Je ne veux pas revenir sur le lapin, etc. Il y avait des choses prévues avec lui, mais qui ont été annulées ensuite, donc attention. Quoi qu'il en soit, la conclusion de cette première saison de Loki devrait laisser de nombreux problèmes en suspens, des questions ouvertes, puisqu'on peut espérer a priori une saison 2, et puis surtout, une bonne partie de ces problèmes devraient trouver peut-être solution dans Doctor Strange numéro 2, In the Multiverse of Madness, puisque bien sûr Michael Waldron est aussi scénariste sur ce film qui est très attendu. N'oubliez pas, je compte sur vous, pouce en l'air, abonnement, commentaire, c'est carrément ce qui permet de soutenir la chaîne de manière générale, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!